continuer à parler du cadre historique de la pièce, c'est-à-dire les événements politiques qui ont donné naissance à l'idée chez Anouilh, naissance de cette idée de réécrire la pièce d'Antigone. Bon, c'est donc un acte de résistance que Anouilh doit l'idée de travailler sur le personnage d'Antigone. L'acte de résistance, c'est l'acte qui s'est produit d'ailleurs en août 1942, lorsque un jeune résistant qui s'appelait Paul Colette tire sur un groupe de dirigeants collaborationnistes qui collaboraient avec les Allemands au cours d'un meeting, d'un rassemblement de la Légion des volontaires français, ce qu'on appelait le LVF plutôt. C'est un meeting qui se tenait à Versailles. Alors, il blesse deux grandes personnalités qui collaboraient avec les Allemands, à savoir Pierre Laval et Marcel Déat. Alors, le jeune homme n'appartient à aucun réseau de résistance, à aucun mouvement politique, donc son geste était isolé, mais son efficacité était douteuse. C'est-à-dire, ça n'a servi à rien, puisqu'il n'a fait que blesser ces deux personnes et que lui, il était tué, assassiné. Ça nous rappelait un petit peu dans notre histoire du Maroc, le martyr Al-Ibn Abdallah, qui a essayé de tuer, d'assassiner le faux roi, le prétendant Ben Arafat à Marrakech. Mais il n'a pas pu réussir, il était tué sur le champ alors que Ben Arafat était blessé. C'est un petit peu le même cas. Donc la gratuité de l'action de ce jeune résistant, son caractère qui est à la fois héroïque mais vain, frappe Anouilh. Pour lui, un tel geste possède en lui-même l'essence du tragique. Et Anouilh, qui était nourri de la culture classique, il songe alors à une pièce de Sophocle qui, pour un esprit moderne, évoque la résistance d'un individu face à l'État. Alors il va la traduire, il va la retravailler et il va en donner une version toute personnelle. Donc la nouvelle Antigone est issue d'une union anachronique, celle d'un texte vieux de 2400 ans, à savoir celui de Sophocle, et d'un événement contemporain, à savoir donc la Résistance française. Bien, maintenant essayons de faire une présentation de la pièce d'Antigone. Il faut garder en mémoire que dans la pièce de Sophocle, le personnage tragique n'est pas Antigone. N'est pas Antigone, mais c'est Créon. C'est Créon. Pourquoi ? Parce que ce personnage-là, qui est d'ailleurs comme Oedipe, il sera puni pour avoir senti un jour qu'il était un homme le plus heureux sur la terre. Alors, avec ce sentiment-là, il fait preuve de démesure en défiant les dieux, et pour cela, il doit être puni. Alors, Antigone est l'instrument des dieux, aimant le moyen, Créon est la victime. Lui seul est puni en fin de compte, car la mort d'Antigone n'est en rien une punition, puisqu'il n'a commis aucune faute au regard de la loi divine. Au contraire, elle sera considérée comme innocente. Donc la tragédie est celle d'un homme qui avait cru à son bonheur et que les dieux ramènent aux réalités terrestres. La pièce était représentée dans un Paris occupé encore par les Allemands. Antigone, à sa création, a suscité des réactions passionnées et contrastées. Créon est donc le représentant d'une politique
qui ne s'intéresse guère de morale, alors qu'Antigone est une anarchiste, une révolutionnaire, que ses valeurs erronées conduisent à un sacrifice inutile. Hein, parce que qu'est-ce qu'elle a fait, Antigone? Elle a juste semé le désordre autour d'elle. Pour cette pièce qui a ce souffle politique, Anouilh, il a reçu des tracts clandestins qui le menacèrent. Hein. Mais simultanément, on a entendu dans les différentes ou bien les différences irréconciliables entre Antigone et Créon, on trouve le dialogue impossible de la résistance et de la collaboration. Un dialogue qui est impossible entre les deux parties, les deux adversaires, les deux ennemis. Hein, donc la résistance et la collaboration. Celle-là parle de la morale, c'est-à-dire la résistance, et l'autre des intérêts. Donc on retrouve, si vous voulez, une certaine obsession du sacrifice. L'exigence de pureté de l'héroïne, ils vont triompher auprès du public, surtout chez les jeunes, parce qu'on a une certaine pureté qui va donner à ces jeunes-là l'impression de se voir, de se projeter dans cette héroïne. Alors, ils ont aimé la pièce jusqu'à l'enthousiasme. Même les costumes qui donnaient aux gardes des imperméables de cuir ressemblaient fort à ceux de la Gestapo. Et cela, ça a aidé à la confusion. Pourtant, ces gardes-là, ils sont des jeunes qui ont des familles, qui ont des enfants, qu'on ne doit pas blâmer, comme l'a dit d'ailleurs Anouilh. Alors, on peut dire enfin que Antigone est une réflexion sur les abominations nées de l'absence de concession. Il y a une absence de concession, que ce soit au nom de la loi, représentée par Créon, ou bien au nom du devoir intérieur, représenté par Antigone. C'est donc le drame de l'impossible, l'impossible voie moyenne entre deux exigences aussi défendables et aussi mortelles dans leur obstination l'une que l'autre. Bon, pour la structure de cette pièce, on va trouver que Anouilh a repris le cadre général de la pièce de Sophocle. Il a gardé le cadre général de la pièce. Donc le rideau s'ouvre au petit matin sur la ville de Thèbes, juste après la proclamation de décret de roi Créon, au sujet duquel Antigone s'oppose à sa sœur Ismène. Donc on reprend ici que après la mort d'Étiocle et de son frère Polynice, et comme Polynice était considéré comme un vaurien, quelqu'un qui a attaqué son peuple, qui a attaqué son roi, Créon a décidé à ce que cette personne-là sera impunément punie. Comment? En décrétant à ce que son corps sera jeté devant les portes de la ville de Thèbes et qu'il ne va pas recevoir les inhumations nécessaires. Donc il ne sera pas enterré, tout simplement. Alors que pour Étiocle, qui est le roi de Thèbes, on lui a donné des grandes funérailles. Bon, Antigone ne va pas supporter à ce que le corps de son frère restera comme ça, sans être enterré, et c'est pour cette raison-là qu'il va essayer de se révolter contre cette loi d'Antigone. Par la suite, il va passer à l'action, c'est-à-dire il va essayer de enterrer son frère. Et Créon, par la suite, il va apprendre par l'intermédiaire d'un garde que le corps de Polynice a reçu des hommages funèbres, et puis
il voit par la suite Antigone amenée devant lui et la condamne à mort, après avoir essayé pendant toute la pièce de la sauver. Mais il n'a pas pu le faire. Aimon vient supplier son père après la condamnation d'Antigone. Il vient supplier son père, mais sans succès, et il s'enfuit lui aussi, bien sûr, pour par la suite se donner la mort. Antigone fait une dernière apparition, puis il marche vers la mort. C'est la condamnation. Un messager apporte sur scène la nouvelle du suicide d'Aimon, puis de la reine. Le rideau tombe sur Créon, qui reste seul sur une scène dévastée. Donc après la mort d'Antigone, d'Aimon, d'Eurydice, on finira par 3 suicides à la fin. Le texte d'Anoï se présente comme une suite ininterrompue de répliques, sans aucune des divisions formelles qui font la tradition du théâtre français. C'est-à-dire on ne trouve pas d'acte, il n'y a pas de scène. Antigone se veut dans sa présentation le récit continu d'une jeune où se joue le destin de l'héroïne. Bon, alors ainsi cette vidéo prend fin et je vous donne rendez-vous demain dans la 3e vidéo pour parler de la structure de la pièce, sachant que le texte d'Anoï n'obéit pas à la division formelle qui fait la tradition du théâtre français. Bon, alors ne manquez pas ce rendez-vous, donc à demain et merci.